Olivier, juste une petite seconde, si tu peux te déplacer d'une chaise. Voilà, on s'adapte, on est en direct. Voilà, que sont-ils devenus? Donc j'accueille avec beaucoup de plaisir Olivier Boisteau, dirigeant de Clean Biologics, et Sylvain Picot, dirigeant d'ICEP. Alors, Bonjour. avant de faire connaissance avec chacun d'entre vous, ou de vous redécouvrir, voilà quelques mots sur cette session. Que sont-ils devenus? On va être ensemble pendant un bon moment pour découvrir ou redécouvrir des anciens start-upers. Voilà, certains ont quelques cheveux gris, mais ils ont toujours l'œil vif et plein d'allant. Deux dans la catégorie santé, deux dans la catégorie environnement, et enfin deux dans la catégorie numérique. C'est assez représentatif de ce que l'on vit, de ce que l'on voit à Atlampol. Et puis ça donnera un panorama assez varié du tissu économique, en tout cas dans le domaine de l'innovation. Alors c'est toujours un plaisir pour nous d'accompagner des entreprises dans la durée à Atlampol. C'est ce que l'on fait. On accompagne les entreprises pendant 5 ans, voire 6 ans. Et ensuite, on reste en lien avec elles et on suit attentivement leur parcours par le biais de l'association Atlampol Entreprises, dont on a parlé tout à l'heure, précédemment, ou par le biais des pôles de compétitivité, puisque vous tous, entrepreneurs, vous êtes impliqués dans des réseaux. Alors, si vous le voulez bien, on va démarrer avec Olivier Boisteau. Olivier, bonjour. Donc, accompagné par Atlampol il y a de cela quelques années. Je crois qu'il y a un petit jingle santé pour démarrer la session santé qu'on a oublié. Allons-y. Donc, Olivier Boisteau, qui a créé en 2005, voilà 15 ans maintenant, l'entreprise Clean Cells, si je ne me trompe pas, donc accompagnée par Atlampol à ses débuts, et aujourd'hui à la tête d'un groupe qui s'appelle Clean Biologics. Le métier de Clean Biologics, c'est de la production et du contrôle de biomédicaments innovants au service des industries pharma et biotech. Donc vous faites de la sous-traitance biopharmaceutique. Voilà, vous êtes implanté à Boufféret en Vendée, mais pas loin de Nantes, et très en lien avec le milieu des laboratoires, le milieu académique nantais. Vous avez une partie de votre équipe à Saint-Herblain également. Voilà, que de chemin parcouru, puisque aujourd'hui, vous comptez 160 collaborateurs et un chiffre d'affaires de 15 millions d'euros d'après mes informations. Quel parcours est-ce que vous pouvez, Olivier, nous retracer cela brièvement? Merci Bernard. Alors un parcours de 20 ans, parce que, alors petite correction, c'était pas en 2005 mais en 2000. Hein. En 2000. Le temps passe vite. En 2000, avec 2 amis, on se lance, insouciance, on y va, pas de clients, et puis on se positionne dans un domaine auquel on croit. On se dit que la biopharma, le médicament biologique a un avenir, et on crée une première structure dont le métier c'est de contrôler la qualité de ces médicaments-là, sur le plan biologique, donc qui est un point important. Je pense que l'actualité ne nous contrarie pas sur ce plan-là. Et puis l'aventure continue, on se développe bien au niveau international, au niveau européen, jusqu'à faire rentrer un partenaire financier, un investisseur, en 2018, et puis un coup d'accélération, puisque là, on crée un groupe qui aujourd'hui détient 2 structures, Clean Cells, là où est né le projet. Et donc puis, en fait, il y a eu une croissance externe. Vous avez acquis une autre entité, une autre activité? Alors on a d'abord ouvert le capital à cet investisseur qui est aujourd'hui majoritaire chez nous. Et puis on a fait une première acquisition qui est la société Bivaccine, une filiale d'un groupe indien dans le développement des vaccins qu'on a racheté en 2019 et qui est à Saint-Herblain, effectivement. Donc c'est la deuxième entité, et on espère ne pas s'arrêter là. L'ambition du groupe aujourd'hui, c'est de se positionner sur la sous-traitance biopharmaceutique, mais à travers le monde.
Donc je vais vous poser quelques questions pour mieux connaître votre parcours et donc tout ce que vous avez traversé depuis 2000. J'invite également les internautes à poser des questions via le chat. On prendra le temps de prendre vos questions et d'y répondre directement avec nos invités. Voilà, petit rappel. Donc, forte croissance, on a un petit peu parlé d'international. Vos marchés, ils sont où et comment vous vous organisez à l'international, pardon. Alors, nos marchés sont très très vite hors des frontières. On a un marché important sur l'Europe, parce que le développement des médicaments biologiques se fait à travers le monde, y compris en Europe, de manière forte. Donc c'est le marché principal qu'on occupe aujourd'hui. On explore le marché asiatique, mais qui culturellement est un peu différent, avec un partenaire sur place qui connaît bien ce marché-là. Et puis, aujourd'hui, on s'intéresse beaucoup aussi au marché nord-américain. Et c'est là aussi qu'on cible peut-être des acquisitions pour pouvoir s'étendre sur ce marché-là et exister là-bas, sur place, parce que c'est un marché important. Qui, je le rappelle, c'est le marché des médicaments biologiques, donc médicaments très innovants, dont font partie des vaccins, mais pas que. Il y a la thérapie cellulaire, la thérapie génique, la phagothérapie, qui sont autant de nouveautés à explorer pour le bien des patients. Donc un marché vraiment international. Comment on s'organise? On a des équipes de commerciaux qui sont là, qui sont en Europe, qui sont aux États-Unis, qui se déplacent peu en ce moment, malheureusement. Oui. Mais on s'adapte, comme tout le monde. On est dans un marché où pour gagner du temps, pour aller vite, c'est plus rapide d'identifier des entreprises déjà existantes qui peuvent apporter une synergie avec votre groupe. Et donc, vous êtes plutôt sur de la croissance externe quand c'est possible? On fait de la croissance organique et externe. Ça dépend de l'enjeu. Si c'est un enjeu technologique, on intègre. Si c'est un enjeu de prise de part de marché, de se positionner, de s'appuyer sur une structure existante pour développer aussi notre savoir-faire à travers un autre territoire, ça fait partie de notre stratégie. Avec Franck Grimaud, tout à l'heure, dirigeant de Valneva et président du pôle Atlampol Biothérapie, on parlait, il était grand témoin sur la première session, et il parlait de l'importance et de l'enjeu énorme de la production de médicaments. Et évidemment, il notait la difficulté pour les acteurs français de financer des outils de production de biomédicaments ici en France et même en Europe. Qu'est-ce que vous avez comme avis sur la question? Est-ce que vous comptez faire vous doter de vos propres équipements ici sur le territoire? Est-ce que ça sera plus facile de créer ça à l'étranger et outre-Atlantique? Non, moi je partage l'avis de Franck, c'est une vraie difficulté. Néanmoins, notre conviction en tout cas, c'est qu'il est important de s'inscrire dans ce développement-là et qu'on puisse produire des médicaments, qu'on puisse contrôler des médicaments sur notre territoire. Donc c'est important aussi qu'on soit entendu, écouté, accompagné par les politiques de ce point de vue-là, parce que faire ça sans ce soutien, c'est compliqué. Néanmoins, c'est important. Et je pense que on peut être, comment dire, assez optimiste dans le sens où je pense qu'en se rapprochant même des groupes pharmaceutiques type Sanofi, pour avoir des discussions communes, pour pouvoir implanter des structures de production bien réparties sur le territoire, font partie des réflexions que les gens ont actuellement à l'esprit. Et moi, en tout cas, nous, on va s'inscrire dans cette dynamique-là pour essayer d'impulser quelque chose, parce que c'est essentiel qu'on le fasse. Si on ne le fait pas maintenant, quand est-ce qu'on le fera, quoi? D'accord. On reste ensemble, Olivier. Je me tourne maintenant vers Sylvain Picot. Sylvain Picot, avec vous, avec AICEP, on est dans les dispositifs médicaux. Donc, c'est bien. On a deux façons de voir la santé, la biotech et les dispositifs médicaux. D'autres challenges. Donc, votre activité, vous êtes plus jeune, beaucoup plus jeune qu'Olivier. Vous vous êtes créé en 2015. Alors, un petit rappel, il y a exactement 5 ans, ici au Forum d'Atlampol, vous receviez le coup de cœur du public. Oui, quand vous vous êtes présenté en toute jeune start-up au Forum d'Atlampol. Donc, voilà, ça fait écho à ce que l'on a entendu ce matin. Vous avez reçu le coup de cœur du public, vous ne vous êtes pas arrêté là, fort heureusement. 5 ans après, vous êtes une vingtaine de personnes et
et vous avez développé un dispositif médical qui est un système d'autotransfusion. Donc votre sujet, c'est l'autotransfusion du sang. Je crois que vous avez une petite vidéo et vous allez nous expliquer en fait votre offre de service en commentant cette vidéo. Donc effectivement, merci Bernard. L'objectif, il y a depuis 5 ans, effectivement, on travaille au développement de cette technologie qui permet de récupérer le sang du patient hémorragique au bloc opératoire pour le traiter et pouvoir lui retransfuser. Donc c'est une techno qui permet de récupérer les globules rouges et les plaquettes et de pallier aux transfusions qui viennent des banques, donc les transfusions halogènes qui viennent des donneurs et qui posent des problématiques de coût mais aussi de sécurité. Les technos qui existent jusqu'à présent permettent de récupérer ce qu'on voit ici à l'écran, les globules rouges uniquement, et nous on développe une techno qui permet de récupérer les globules rouges, mais également les plaquettes. Donc on ambitionne d'apporter un progrès significatif sur la qualité du sang qui est retransfusé aux patients dans ces cas-là. Donc notre techno, c'est un dispositif médical. On est bien dans les medtech effectivement, qui permet de récupérer le sang épanché au niveau de la plaie opératoire pour le traiter et ensuite être disponible à la retransfusion. Et c'est le médecin réanimateur présent au bloc qui décide de retransfuser quand c'est le moment ce sang au patient. Très bien, donc un dispositif qui est en phase d'évaluation clinique, étude de marquage CE en cours. Exactement. La commercialisation, c'est pour quand ? Alors, bien sûr, c'est dépendant des timings réglementaires. Et l'année 2020, pour nous, c'était l'année de l'étude clinique, avec les centres hospitaliers et en partenariat avec les médecins réanimateurs. Donc voilà, évidemment, ce n'était pas évident en 2020 de lancer une étude clinique, mais on a tout de même réussi, avec des partenaires comme le CHU de Rennes, le CHU de Bordeaux, par exemple, à lancer cette étude en septembre. Et on devrait franchir les barrières du coup clinique et réglementaire, donc l'obtention du marquage CE en 2021, pour toucher le marché en 2022. Très bien, c'est ce qu'on vous souhaite. Question que je vais vous poser à tous les deux, Olivier et Sylvain. Quels sont les challenges les plus difficiles que vous avez dû relever pendant ces premières années, ou le challenge, si on peut en choisir un? On a évoqué des questions réglementaires, voilà, pourquoi pas, des problèmes techniques d'industrialisation, des problèmes de management à distance sur l'international avec des équipes qu'on ne peut pas visiter. Alors j'imagine des sujets de financement, on en a parlé avec CIC West, mais autant dans les biotech, même sur les dispositifs médicaux, c'est prégnant. Allons-y, Olivier, la plus grande difficulté? La plus grande difficulté, nous, dans notre domaine, en tout cas, en tant qu'établissement pharmaceutique, et dans notre pays, et c'est peut-être pas une bonne nouvelle, c'est réglementaire. C'est les contraintes réglementaires qu'on a dans notre pays, qui sont peut-être plus dures qu'en Europe, en l'occurrence, et qui peuvent constituer un vrai obstacle à ce qu'on puisse accélérer, à ce qu'on puisse être compétitif sur un marché international. Et ça, moi, je le déplore parce que je pense qu'on n'a pas besoin de ça et qu'au contraire, on devrait avancer en bonne intelligence, main dans la main avec les instances réglementaires, sans faire n'importe quoi, bien entendu, mais globalement, les acteurs ne font pas n'importe quoi. Et donc ça, c'est... Sur le plan réglementaire et législatif, on a des progrès à faire dans notre pays. Il y a un rôle de lobbying, j'imagine, vis-à-vis des instances réglementaires, vis-à-vis des... c'est pas évident au niveau de l'Europe, par exemple, Non, mais je ne sais pas comment appeler ça, si c'est du lobbying ou de la discussion intelligente, parce que le lobbying, c'est pas bonne presse. Mais c'est important qu'on discute ouvertement et simplement. Mais c'est pas simple aujourd'hui, de ce point de vue-là. Sylvain, de votre côté, qu'est-ce que vous diriez ? Oui, ma réponse va rejoindre celle-ci également. Donc il y a les volets effectivement réglementaires et le volet financement. Sur le volet réglementaire, c'est vrai que on n'est pas encore autorisé, entre guillemets. Donc la barrière pour nous, c'était de pouvoir démarrer cet essai clinique. Donc on avait besoin d'une autorisation de l'ANSM. Effectivement, c'est un vrai sujet. C'est compliqué. Il faut apporter... c'est logique que ce soit compliqué, mais encore faut-il que ça puisse avancer de façon constructive. Et voilà, il y a certainement des lignes à faire bouger dans ce sens-là. Ça a fonctionné, mais ça nous a demandé du temps et beaucoup plus d'efforts que ce qu'on imaginait, que ce que nos conseils imaginaient. Donc voilà, Atlampol en l'occurrence, France Biotech, et voilà, on a aujourd'hui beaucoup de gens qui travaillent à faire bouger ces lignes-là. Très bien. Un dernier mot, ce sera un message que vous pouvez adresser à des jeunes startups qui démarrent, que ce soit dans les dispositifs médicaux ou dans les biotech. Voilà, on en a vu ce matin dans les deux domaines.
quelles recommandations, points d'attention, très brièvement, vous pouvez leur adresser? Olivier. Alors, c'est pas spécifique au biotech, ce que je vais dire, c'est si vous avez des projets, si vous avez des envies, juste écoutez ce que vous avez là, allez-y, foncez, et surtout, n'y allez pas seul. Soyez accompagnés par les structures, mais aussi par vos collaborateurs, et faites-les grandir, parce que ce qui est sûr, c'est que tout seul, on va peut-être plus vite, mais quand on est tous ensemble, on va beaucoup plus loin, et ça rend les choses beaucoup plus passionnantes pour tout le monde. Donc voilà, écoutez votre cœur, allez-y, foncez, soyez insouciants, parce que c'est ce qui fait les beaux projets, je pense. Sylvain? Ouais, j'ai une réponse qui est assez synergique également. Moi, je parlerai d'aventure humaine, en fait. La construction d'une entreprise, et encore plus dans la santé, moi, je trouve que ça répond bien sûr à un besoin du patient et au fait d'avoir un intérêt pour soigner, apporter un bénéfice patient, mais ça se fait dans la construction d'une équipe, et ça, c'est vraiment clé pour porter un projet. Pour la start-up, c'est faire plus avec moins. En tout cas, j'ai souvent l'habitude de dire ça, et quand on a une équipe cohésive, motivée, qu'on arrive à garder cette énergie, c'est beaucoup plus facile, et je pense que c'est comme ça qu'on peut déplacer des montagnes avec moins de ressources. Merci pour vos témoignages et puis vos messages adressés à ceux qui démarrent. Voilà, de grandes aventures qui s'annoncent, puisque voilà, qu'on ait 5 ans ou 20 ans d'âge, voilà, on a déjà pas mal d'expériences et de retours d'expérience à partager. Merci beaucoup, et il est temps d'enchaîner sur la session environnement. Bonjour à tous les deux, donc bienvenue sur le Forum Atlampol, qui est, vous l'avez compris, un format un petit peu original. On continue avec que sont-ils devenus? 2 entreprises dans le domaine de l'environnement. Guillaume Acarion, dirigeant d'Acajoule, bonjour, bienvenue. Jérôme Leroy, dirigeant de Winat. Bonjour. Voilà, donc on a 2 entrepreneurs qui ont tous les deux déjà pas mal de retours d'expérience à nous partager, puisque Guillaume, on va commencer par Guillaume Acarion Acajoule, qui a créé son entreprise en 2010, voilà, 10 ans. Alors vous êtes basé à Saint-Nazaire. Et votre activité, c'est du conseil en ingénierie et en environnement. Voilà. Vous apportez les clés d'une transition énergétique réussie pour vos clients, entreprises ou acteurs publics. C'est ça. Alors Guillaume, quand vous êtes arrivé sur la région, vous avez trouvé une place en pépinière d'entreprise à Saint-Nazaire, qui vous a accueilli, voilà, les bras ouverts. Vous avez été tellement bien accueilli que vous avez été lauréat des Audacity Awards à l'époque. Voilà, vous démarriez à peine. Et aujourd'hui, vous avez bien rendu l'appareil, je pense, à Saint-Nazaire, parce que vous êtes largement impliqué sur ce territoire. Au fil du temps, vous vous êtes impliqué dans la French Tech, et vous vous êtes impliqué notamment dans un Fab Lab, hein, qui est là pour favoriser l'innovation sur le territoire, et puis dans de nombreux autres engagements. Aujourd'hui, à Acajoule, c'est 20 personnes, 1 million de chiffre d'affaires, bien implanté sur Saint-Nazaire, et vous rayonnez jusqu'où à partir de Saint-Nazaire? Alors on peut aller assez loin, puisqu'on est déjà allé en Nouvelle-Calédonie, par exemple, ou à La Réunion, un petit peu au Maroc. On est présent sur des marchés locaux et régionaux, bien sûr, hein, tout ce qui est rénovation énergétique des bâtiments, énergie renouvelable, photovoltaïque. Et puis on a aussi des marchés sur lesquels on est au national, donc la performance énergétique dans l'industrie, par exemple, récemment avec la Compagnie nationale du Rhône, par exemple, sur la planification énergétique des territoires, beaucoup dans le sud-est de la France aussi, et puis l'activité, on a des pôles d'expertise, hein, au sein de la société, 6 pôles d'expertise, et les 3 pôles d'expertise nationaux, c'est industrie, planification des territoires, et puis transport logistique également.
je ne sais pas si vous savez, mais on était avec Bruno Hugues Delarose Oui. tout à l'heure, qui était sur le plateau. Donc, je pense que ce sont des interlocuteurs que vous connaissez bien. Oui, effectivement, clients, partenaires sur le territoire nazérien et puis un petit peu ailleurs aussi. Oui. On a parlé avec notre intervenant d'EY de l'importance des data, des données. Je pense que c'est un sujet qui vous est cher dans le domaine de l'énergie. Récolter, qualifier, valoriser ces données, faire en sorte qu'elles donnent de l'intelligence à nos process, à nos façons de vivre l'entreprise, de vivre les villes. Vis-à-vis des data, est-ce que vous avez une action particulière? Je crois savoir que vous avez lancé une plateforme de données Voilà. énergétiques. Accompagné par Atlampol, tout à fait, oui. On est des gros utilisateurs de données. Plus on a de données, et je pense que mon collègue, c'est la même chose, plus on a de données, mieux on conseille nos clients. Donc on s'est assez vite intéressé à la data et on a internalisé l'ensemble de la chaîne de valeur. Je pense que pour pouvoir progresser sur les produits, les cas d'usage, c'est important d'intégrer l'ensemble de la chaîne de valeur pour pas avoir de risque de trou dans la raquette au niveau de l'optimisation. Donc du capteur jusqu'au stockage, la plateforme et les cas d'usage. Donc on a tout intégré. On a participé à une factory d'Atlampol il y a quelques années maintenant. Donc un petit peu dans la douleur, j'avoue. On est arrivé avec plein d'idées. C'était l'Eco-Innovation Factory. C'est ça, tout à fait. Samuel Bachelot qui m'accompagnait. Donc on est arrivé avec beaucoup d'idées et la grosse difficulté, ça a été de prioriser et d'arriver à en sortir quelque chose. Donc on a abouti la veille de la conférence finale dans la douleur. Ah mais ça sert à ça. Voilà. C'est sortir le meilleur. Sortir le meilleur de vos projets et de vos activités. Et on a accouché du coup de la plateforme DataJoule, donc qui est ce concept de digitalisation et d'internisation de la donnée. Donc aujourd'hui, c'est un nouveau produit qu'on a développé, qui a été adopté en moins d'un an par tous les métiers de notre entreprise et qu'on fournit en tant que plateforme indépendante ou en service outillé auprès de l'ensemble de nos clients sur les 6 pôles d'activité. Très bien, merci beaucoup pour ces éléments. Juste avant d'enchaîner et de redécouvrir Winat, vos perspectives de développement ? Année 2020, plutôt consolidation, voilà, année complexe, j'imagine, comme tout le monde. On a maintenu les investissements, donc les fruits ont été récoltés sur la fin d'année. Donc là, c'est vrai que sur ces thématiques-là, transition énergétique, décarbonation, donc les feux sont plutôt verts, clairement, transition énergétique. Donc là, on est plutôt reparti sur des embauches. On espère faire une demi-douzaine d'embauches cette année et puis commencer à ouvrir des agences. Donc là, on est implanté à Saint-Nazaire et on a la perspective d'ouvrir au moins une agence, j'espère, cette année, et puis plusieurs à terme. Bon, et puis je pense que la transition énergétique, c'est assez porteur, même si industriels ou collectivités vont pas au même rythme, n'ont pas la même maturité pour appréhender ces sujets, mais en tout cas, à moyen et long terme, c'est évident, sont des sujets essentiels et sur lesquels on aura besoin de vous encore longtemps. Je me tourne vers Jérôme Leroy, Winat. Alors, Winat, quelques mots, créé en 2014 à Nantes. Grâce à son expertise des données météo et des paramètres du sol, Winat accompagne les agriculteurs dans leur prise de décision quotidienne. On va parler data, là encore. Du semis à la récolte, avec des solutions d'agronomie de précision. Sa gamme complète de capteurs connectés reliés à une application mobile permettent à l'agriculteur de gérer au mieux ses ressources en optimisant sa rentabilité, son temps et son impact environnemental. Donc on peut dire dans le data management pour agriculture et agronomie. Vous êtes 30 personnes aujourd'hui, présents en France et en Espagne, et vous comptez, je crois, plus de 5000 utilisateurs de vos solutions en France et en Europe. Jérôme, je crois que vous avez une petite vidéo à nous proposer qui va illustrer cette présentation rapide. En temps réel. Que vous soyez un agriculteur, une coopérative ou un négoce, Winat vous accompagne au quotidien avec des informations fiables sur la météo, le sol et l'état de vos plantes.
Pluviométrie, température, hygrométrie, la carte météo Winat offre une vision synthétique de vos parcelles. Sélectionnez une parcelle pour accéder à des données ultra-locales et en temps réel. Grâce aux alertes météo personnalisées, Winat vous prévient par téléphone, SMS ou email en cas de variation climatique sur votre parcelle. Winat, c'est aussi des prévisions expertisées à 15 jours pour toujours garder une longueur d'avance sur la météo. Est-ce qu'il a gelé cette nuit? Votre traitement a-t-il été lessivé? Trouvez la réponse à ces questions et bien d'autres en consultant l'historique de votre parcelle. Avec Winat, prendre les bonnes décisions pour votre culture devient plus facile. Pour un conseil sur mesure, l'application est compatible avec les meilleurs outils d'aide à la décision. Winat a par exemple imaginé WeFit, un outil simple d'utilisation pour optimiser vos traitements. Trop de vent? Trop de pluie? WeFit vous indique le meilleur moment pour intervenir. Grâce au réseau météo, accédez aux capteurs d'une coopérative ou d'un négoce partenaire et rejoignez une communauté d'agriculteurs proche de chez vous. Partagez facilement vos données avec les membres de votre exploitation ou votre conseiller agricole. Pour découvrir l'application Winat gratuitement et sans engagement, rendez-vous sur Google Play ou sur l'App Store. Très bien, Jérôme. Donc, on a bien compris maintenant ce que propose Winat. Je vais aller à l'essentiel parce qu'on est un tout petit peu en retard. Par rapport, si je vous ai invité sur le plateau, c'est que vous avez de l'expérience. On est là, il y a beaucoup de jeunes entrepreneurs qui nous suivent là ce matin, qui sont présents. Quel est le challenge difficile que vous avez eu à résoudre dans ces premières années? Je sais que vous aviez évidemment des problématiques d'industrialisation de vos capteurs. Ça peut être un sujet. Et quelle a été la difficulté principale? Eh bien, la difficulté principale, ça a été effectivement la mise en qualité d'un capteur qui va être déployé en France et dans 6 pays aujourd'hui. Donc les 2 premières années, il a fallu inventer le système, embaucher des ingénieurs, faire les cahiers des charges. Et la 3e année, il a fallu industrialiser pour passer à l'échelle. Donc les 2 grosses difficultés, c'était devenir un industriel du capteur et de la donnée. Et le 2e challenge, c'était raconter une histoire et un marketing associé à une cible clientèle assez particulière, qui sont les agriculteurs. Il y en a 1 milliard dans le monde, il y en a 450 000 en France, mais c'est une cible clientèle qui n'est pas adressée si on ne la connaît pas bien. Et donc les 2 challenges, c'était plutôt ça, c'était devenir industriel du capteur parce que les agriculteurs adorent la qualité, et en même temps savoir leur parler pour déployer massivement une application mobile, puisque vous avez compris que le système fonctionne à la fois avec des données de capteurs et à la fois avec une application. Oui, donc plusieurs challenges, puis vous avez plusieurs métiers, vous êtes éditeur de logiciels, il y a de l'application, et puis il y a un produit, et donc l'industrialisation est jamais simple, à la fois en termes de financement, et puis c'est pas le tout de faire un prototype. Ensuite, quand on veut avoir un produit fiable, standardisé, ou en tout cas qui puisse fonctionner sans trop de SAV partout en Europe, j'imagine que c'est compliqué. Oui, tout à fait. La complexité est qu'effectivement, ça tient dans une boîte qui fait 2 mètres sur 20 cm et ça s'expédie partout en Europe. Mais on n'a pas non plus voulu mettre en place un système de SAV trop conséquent qui aurait eu pour effet de peser sur notre compte d'exploitation. Donc on a essayé d'imaginer un produit très plug and play, facile à démonter, facile à paramétrer, facile à recalibrer pour que l'agriculteur, par un simple envoi de colis, puisse changer un composant. Et c'était notre grosse différence par rapport à nos compétiteurs. Très bien. Question que je vous pose à tous les deux, qui est posée par des internautes. Est-ce que l'évolution des normes et réglementations est suffisamment rapide pour tenir les enjeux environnementaux, notamment de la COP 21? Waouh! Bonne question. Ça va jamais assez vite, bien sûr. Mais ce qu'il faut imaginer derrière, c'est que c'est aussi, au-delà des normes et des réglementations, c'est les compétences et les produits, les services à déployer derrière pour répondre à ces enjeux. Donc si ça va trop vite, en fait, on perd les gens, on perd... ça ne suit pas derrière, donc c'est pas bien. Si ça va trop vite, si ça va pas assez vite, ça répond pas aux enjeux. Donc il y a un chemin de crête à trouver. Voilà.
Vous êtes confiant tout de même, vous pensez qu'on va y arriver, que la réglementation va s'adapter, qu'on va pouvoir faciliter en fait cette transition énergétique? Dites-nous. Entre la découverte scientifique du changement climatique, qui finalement n'est pas si vieille que ça, et la prise de conscience mondialisée, finalement, c'est très rapide si on prend un petit peu de recul. Toutes les technologies aujourd'hui existent. Il n'y a pas de rupture majeure à attendre pour la faire, cette transition énergétique. Donc je suis plutôt confiant. Après, voilà, on est 7 milliards d'habitants sur Terre. Le temps que tout ça se mette en place, ça risque d'arriver un poil trop tard. Ok, on va essayer de rester optimiste et d'aider les jeunes entrepreneurs qui se lancent dans l'environnement. Ils sont très nombreux, que ce soit avec des outils, des applis, en tout cas de l'intelligence au service de la transition énergétique. Un petit message, et on terminera là-dessus. Quel soit un sujet d'attention, un point de vigilance pour eux, ou un message d'encouragement. Guillaume? Il y a énormément besoin de compétences, il y a besoin de personnes, il y a besoin d'investissement, il y a besoin d'intelligence dans tous ces métiers. Donc oui, il faut y aller. Et puis plus on sera nombreux, plus ça ira vite. Et plus on pourra, j'espère, atteindre les objectifs. Ouais. Voilà, donc il faut une masse critique d'entrepreneurs dans le monde de l'environnement. Mon message, c'est de s'entourer et de croire en sa vision, parce qu'il y a de plus en plus d'entrepreneurs qui veulent changer la manière dont les pratiques se font dans l'environnement, la manière dont on consomme l'énergie, la manière dont on fait de l'agriculture. Et quand on est passionné et qu'on veut changer les choses, il y a des moyens pour le faire. Il faut juste s'entourer d'accompagnateurs, d'incubateurs, d'accélérateurs, d'associations. Il y a déjà plein de dynamiques en place. Au-delà des pensées et des penseurs, il y a déjà des choses concrètes qui se passent. Il faut s'entourer, rencontrer ces gens-là et développer son entreprise, quels que soient les obstacles dans les premières années, pour continuer et emporter un peu plus de personnes autour de nous, de cette dynamique, puisque c'est des domaines assez compliqués, beaucoup plus longs que d'autres secteurs, mais beaucoup plus résilients. Très bien. Guillaume et Jérôme, merci beaucoup. Merci pour ce partage et puis pour cette mise en réseau que vous appelez de vos voeux. On enchaîne avec le numérique. Et voilà, nous enchaînons avec que sont-ils devenus dans le domaine du numérique. Alors, on les a pas tous invités, ils sont nombreux, hein, on en a choisi 2. Ils sont presque avec nous, puisqu'on en a un avec nous là, sur le plateau, c'est Julien Chevalier, bonjour, de Tister. Bonjour Bernard. Voilà, donc on refera le point avec vous sur l'histoire de Tister, qui est pas encore très longue, hein, puisque vous vous êtes créé il y a assez peu de temps, mais vous avez beaucoup de choses à dire. On est sur le plateau avec Francky Trichet. Alors Francky Trichet, même si il aime bien le numérique et même s'il aime bien les startups et il est start-upper lui-même, mais il vient ici au titre de grands témoins, on va dire, pour partager cet échange. Donc Francky Trichet, vice-président de Nantes Métropole, en charge de l'innovation, de la recherche, du numérique, justement. Voilà, Francky, je vous inviterai à dire quelques mots ensuite et de ressenti et de réaction par rapport à nos entrepreneurs. Et il est où le deuxième entrepreneur du numérique? Il est avec nous, il est là-bas, et on va commencer par lui. C'est Fred Rivard qui est en direct de Boston, voilà, va nous parler de micro-EJ. Bonjour Fred. Bonjour à tous, je suis très content d'être là, même si effectivement je me lève un petit peu tôt, c'est encore la nuit ici. Oui, il paraît qu'il y a un petit décalage horaire avec la côte Est. Bon, 6 heures, c'est rien du tout. Donc, on va aller directement à l'essentiel, Fred. Activité créée en 2004 à Nantes, donc il y a plus de 15 ans. Fred, vous avez développé une plateforme de développement logiciel embarqué, qui veut être le nouveau standard pour l'électronique embarquée, concurrent d'Android, rien que ça. MicroEJ propose une alternative 100% française à Android pour les objets intelligents.
connectés ou non, tels que des montres de sport, des robots électroménagers, des thermostats, des compteurs électriques, des lampes intelligentes, et j'en passe. Actuellement, 40 millions d'objets sont powered by micro-EJ et l'objectif de 100 millions est dans un horizon proche. Donc, une aventure extraordinaire hein, depuis ces années. Vous êtes 50 et si vous parlez depuis Boston, en fait, le siège de l'activité est toujours à Nantes avec son équipe principale. Mais vous avez essaimé à Nantes, mais Boston, en Chine, en Corée, au Japon, en Roumanie. Qu'est-ce qui fait que vous courez si vite à l'international, Fred ? Alors, courir si vite, je sais pas. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que nous avions dès le départ une ambition, on va dire mondiale, et on va dire que Nantes, pour nous, était un foyer avec des très bons ingénieurs, et effectivement, ça a été noté toute des équipes qui pouvaient nous entourer, à la fois sur le domaine du financement, de l'accompagnement. Et effectivement, tout le réseau bancaire, notamment donc notre partenaire, le CIC. Au niveau comptabilité, tout est externalisé. Donc on a un très bon cabinet, par exemple à Nantes, qui s'appelle HLP Audit. On a effectivement Atlampol qui nous a, démarré et nous a propulsé pendant les premières années avec la région, BPI. Et effectivement, donc Nantes pour nous était presque une évidence avec tout un réseau de très bonnes universitaires. Des écoles. Donc une fois le cœur constitué de l'équipe, il a fallu développer tout ce qui était la technologie, les produits, le marketing pour pouvoir commencer à vendre. Et dès qu'on a pu, adresser la France entière, après on a adressé, un peu mécaniquement les pays où se trouvent nos clients. Alors que pour l'international, on a démarré sur les États-Unis en premier. Quelques exemples de clients ? Alors, en France, on peut citer par exemple, j'espère que pas mal de gens regardent le Vendée Globe. On doit avoir 3/4 des bateaux du Vendée Globe qui sont équipés d'un appareil qui est powered by MacroEdge. Voilà, on le voit ici, là, il y a Armel Tripon qui est en train de regarder le produit. Voilà, donc ça, c'est NKE, l'entreprise. Donc là, c'est powered by MacroEdge. Sinon, on a Atlantique pour tout ce qui est dans la maison. On a le groupe Seb avec beaucoup de marques comme les robots ménagers. Les aspirateurs, les robots, etc. Le Leroy Merlin aussi, si vous allez acheter des ampoules ou des solutions pour la maison do-it-yourself, maison connectée. Deltador, ce qui doit être assez connu, aussi, qui est très connu aussi en France. Et puis à l'international, on peut citer par exemple le numéro mondial des compteurs électriques, Landis & Gyr. Il y a des grandes chances que plusieurs d'entre vous aient des compteurs électriques avec du Power by MacroEdge Inside. Puis Fred, Zebra pour les printers, par exemple. Donc on imagine on comprend que la liste est très longue et tout de suite on imagine. Les montres connectées, là j'en ai une au poignet. On imagine que c'est sans fin puisqu'en fait des objets connectés, il y en a partout et de plus en plus autour de nous dans notre environnement. Donc le marché de micro-EJ, il est infini. Il est grand. L'idée, c'était d'adresser un secteur qui était mal desservi par les outils, sachant que si on prend mon parcours, je viens du monde, des PC, et dans le monde du PC, les ingénieurs sont relativement bien outillés, notamment avec ce qu'on appelle des couches de virtualisation. Donc c'est le fameux produit qu'on vend, le mini Android, et on a pris le modèle sur le smartphone, qui était finalement, on sait mettre du logiciel très rapidement sur un appareil électronique assez compliqué. Ça, c'est faisable de manière économique. Et on a dupliqué ce concept sur l'ensemble des objets. Et là où on produit 1,5 milliard de smartphones, il y a à peu près 20 milliards d'appareils électroniques économiques qui nous entourent, que ce soit du lave-vaisselle, de la voiture, du robot ménager, de la montre. Donc c'est pas infini, mais c'est quand même assez grand, 20 milliards à peu près d'objets
Effectivement. Pour revenir au sujet principal qui est la transmission d'expérience vis-à-vis des jeunes entrepreneurs, dans cette rubrique que sont-ils devenus, est-ce que tu peux nous citer peut-être le plus grand challenge que tu as dû relever dans ton parcours? Est-ce que ça a été financier? Est-ce que c'est pas peut-être la gestion des équipes à distance au niveau international, surtout en cette période de Covid, puis je crois qu'il y a 10 nationalités différentes dans ton équipe. Oui, tout à fait. Alors, comme je le disais, on a quand même réussi à Nantes à créer un noyau dur de compétences. Après, les systèmes de vente, nous, on ne vend quasiment qu'à des grands comptes, à des grandes entreprises, avec des process assez lents et surtout donc des cultures d'entreprise. Et donc, il a fallu bien écouter, s'adapter aux cultures. Et ça, c'était quasiment c'est le gros challenge. Donc, c'est d'avoir des gens immergés dans la culture locale, quelque part. Un Américain versus un Français versus un Allemand ou un Japonais ou un Chinois ne conçoit pas exactement le business de la même manière. Et donc, être à l'écoute à la fois des équipes en interne et effectivement de nos clients, ça reste un challenge et on travaille beaucoup là-dessus, notamment avec des formations pour nos managers et puis le recrutement d'équipes locales de manière un peu systématique. Une question qui m'est adressée par les internautes. Fred, pouvez-vous nous décrire vos relations avec vos financiers, banques et fonds d'investissement par rapport à votre R&D et votre développement commercial? Bon, quelques mots sur le financement. Oui, alors on a eu la chance, nous, d'avoir ce qu'on appelle un VC, donc un actionnaire financier qui s'appelle Innovacom, qui m'accompagne depuis le début. Nous avons, chaque fois qu'on a un besoin, ils sont là. Alors, j'allais dire en tout, l'entreprise, on a fait une levée de fonds d'un peu moins de 10 millions d'euros. Et on n'a qu'un seul actionnaire, une seule levée de fonds globalement. Donc ça se passe plutôt bien. On a eu la chance de se développer avec des grands groupes qui nous ont financés pour partie, puisque on a dépensé à peu près 30 millions d'euros de R&D. Avec j'allais dire, et on continue massivement. On a plus de la moitié, une grosse part de l'équipe qui travaille en R&D. Une bonne part d'autofinancement, j'imagine. Donc, une part d'autofinancement avec des clients qui ont payé tout de suite. Et puis, la région, il est indéniable que l'ensemble des aides, BPI notamment, la région Pays de la Loire nous a aidés sur des programmes de projets R&D. Et l'ensemble de tout ça, effectivement, a concouru avec des emprunts bancaires aussi. On a notre partenaire financier, le CIC. On a eu la chance de les rencontrer, voilà. Et actuellement, on est même accompagné sur des prêts normaux. Ce qui veut dire qu'on a effectivement dépassé le stade de la survie. Une vraie entreprise, bien. Ok, Fred, vous restez en ligne avec nous. Je vais m'adresser à Julien Chevalier. Puis on va voir qu'il y a quelques points communs entre Julien et Fred. Même, je ne suis pas sûr que vous vous connaissiez. Non. Ben voilà, on sert à ça au Forum Natlampol, c'est faire se rencontrer les anciens et les modernes, puisque si Fred était créé en 2004, vous, c'est beaucoup plus récent, c'est 2016. 2016, tout à fait. Ouais. Tister, vous avez créé une plateforme de vidéos réalisée par les consommateurs. Ça permet aux marques et aux e-commerçants d'obtenir des vidéos pertinentes, qualitatives et authentiques, réalisées directement par les consommateurs grâce à votre plateforme. Voilà. Ces vidéos sont automatiquement diffusées sur les fiches produits, les sites web, les réseaux sociaux. C'est très tendance. Je crois que vous avez une petite vidéo, justement, à nous proposer pour mieux comprendre le service. Allons-y. Très bien. At Tister, we know that video is key when it comes to marketing. We also know that customers trust other customers when it comes to buying things. And why shouldn't we? Honest recommendations are everything. So, we built a platform to help brands and retailers drive more sales with trusted, authentic, and engaging videos.
made directly by their customers. Why? Because shops that feature real-life customer videos in their product pages see an average increase of 68% in conversion rates. But more than that, it gives your brand transparency, confidence, and real engagement. We'll find the right customers to make the best videos. Then streamline the video creation process for them with an easy step-by-step user journey. They just drop in raw videos, and our post-production technology automatically edits and optimizes them to create beautiful videos for your brand. Yep, it's that simple. We even auto-broadcast videos to all your relevant channels, then track ROI with full analytics from conversion rate to reach and SEO impact. Fresh, authentic, and engaging customer videos at scale. That's Teaster. Find out what we can do for your brand at teaster.com. Bien, Julien, on a mieux compris votre service. Effectivement, c'est très didactique, c'est facilement compréhensible. Vous êtes aujourd'hui 43 collaborateurs. C'est incroyable, cette croissance. Oui, exactement. On a eu la chance d'avoir une belle croissance du coup en 2020, malgré le contexte. Après, on repose sur des sujets, le digital, le e-commerce, la vidéo et le besoin d'authenticité aussi des marques et des distributeurs. Donc, on fait le succès pour nous et la croissance de 2020. Donc, effectivement, on a encore 38 collaborateurs en recrutement cette année à minima. Dont Boston aussi, pour faire la transition. Ah, Boston, c'est tout récent ça? C'est tout récent, c'est du début de l'année en fait. Effectivement, on se lance aux États-Unis en direct, donc en recrutant une équipe sur place de 5 personnes pour commencer. Et donc on a choisi la côte Est et on cible spécifiquement si Boston. vous avez besoin d'un contact à Boston, vous avez compris, Fred Rivard, voilà, c'est assez facile. Exactement, voilà. exactement. Vous aurez des choses à vous dire. Donc très bien, c'est l'aventure internationale qui débute. Parce que on l'a compris dans la vidéo qui est déjà en langue anglaise, hein, oui. Votre marché il est mondial et puis votre technologie elle peut s'adapter. Exactement, et on est les seuls à avoir créé cette technologie aujourd'hui de ce qu'on appelle User Generated Video, donc des contenus vidéo créés directement par les consommateurs. Donc on a fait du crédit impôt recherche, on fait toujours du crédit impôt recherche sur cette solution, très technologique, même si elle est plutôt didactique et facile à comprendre. Il y a une vraie techno derrière, et en fait cette techno on est les seuls à la posséder dans le monde. Donc l'objectif c'est effectivement d'aller exploser globalement dans le monde et spécifiquement aux US. Quel message vous pouvez passer à des jeunes entrepreneurs qui se lancent dans le numérique aujourd'hui, même si tout paraît facile, ma petite entreprise connaît pas la crise, mais ceci dit, il y a quand même des points de vigilance, il faut éviter des écueils. Ouais, il y en a tellement que je dirais qu'il faut peut-être savoir écouter les autres, mais prendre les décisions soi-même. Parce qu'il y a tellement d'informations autour puis tellement de contextes particuliers et spécifiques pour chaque start-up qu'il faut écouter tout l'entourage, il faut écouter tous les conseils qu'on peut récupérer, mais par contre, il faut prendre ses propres décisions et ses propres choix par rapport à sa propre entreprise. Voilà, ça c'est un super conseil, je pense, qui sera entendu. Restez le maître à bord, même si vous avez des palanquets de conseils, Atlampol, les réseaux, les experts dans tous les domaines. Effectivement, c'est le chef d'entreprise qui tient le manche et qui fait ses choix et qui ne sont pas neutres. Donc voilà un message important. On vous souhaite de continuer sur cette lancée, hein, parce que c'est très impressionnant depuis 2016 ce que vous avez réussi à faire. Immédiatement, on vous avait identifié, on vous a accompagné à Atlampol. Très vite, dès janvier 2018, vous étiez élu par les échos start-up du Grand Ouest. Mais en fait, personne ne s'est trompé. On avait bien compris que vous étiez une pépite. Donc, on est ravis de vous avoir avec nous. Restez à Nantes, envoyez des équipes à Boston, mais qu'on puisse avoir de nombreuses occasions d'échanger. Réaction Francky Trichet vis-à-vis de ces deux entrepreneurs emblématiques du numérique. J'ai envie de dire merci, quoi. Merci pour le territoire, ce que vous faites. La réaction, elle est simple, c'est qu'à Nantes, on aime les gens qui créent vraiment des vraies solutions technologiques, et on voit bien ici qu'on a deux solutions différentes qui attaquent des marchés. Le marché des usages de la vidéo, on voit que c'est en pleine expansion, avec une vraie solution technologique, parce que le défi, c'est de faire quelque chose de simple, mais qui est très complexe au final à développer.
Et puis, félicitations sur cette envie d'aller faire rayonner le territoire et les entrepreneurs à l'international. On voit bien conquérir un marché, enfin aller sur un marché international au bout de 4 ans. C'est bien, ça veut dire que les investissements étaient présents pour maturer la technologie. Et elle est prête à aller sur les autres marchés. Parce que quand on dit on fait un bureau de 5 personnes à Boston, c'est pas rien. C'est une vraie décision stratégique, bravo. Mais c'est aussi que vous engagez sur un vrai marché, un marché qui est assez... pas facile, les États-Unis, mais sur lesquels on voit bien avec les exemples qui sont ici, il y a des vraies parts. Moi, en tout cas, pour l'écosystème nantais et régional, vous êtes des rôles modèles, comme on dit. Vous ouvrez la voie à certains qui l'ont ouverte sur le numérique. L'histoire du numérique à Nantes, elle ne démarre pas depuis 2020. On arrive à un cap. On peut le dire, on peut le poser. Effectivement, depuis 2014, si on date à peu près à cette explosion du numérique à Nantes en termes d'emploi, en termes de levée de fonds, on arrive sur un palier à peu près de 100 millions de levées de fonds par an. C'est pas rien. En 2014, on était à peine à 13, je me souviens, sur la filière numérique. Donc, on a des belles pépites, une belle aventure, et on arrive à un écosystème qui devient mature, qui passe peut-être son âge des 18 ans, avec les problématiques de croissance qui sont les siennes. Des problématiques d'emploi, on le sait aujourd'hui qu'on a c'est un problème où on a des belles entreprises, mais il faut qu'on continue à former encore plus, pas diplômés, former. Et il faut qu'on aille chercher des matures. On le sait tous avec l'écosystème, c'est qu'on aille chercher des seniors. Ça, c'est une vraie volonté d'aller chercher les pivots dans les entreprises, dans les startups, dans lesquelles on ne doit pas avoir une fuite en avant et une chasse des compétences sur ces seniors pivots, enfin seniors, qui sont peut-être jeunes, mais en tout cas qui sont pas des juniors sur ce qu'on appelle le numérique, à la fois en termes de développement, mais aussi sur tout ce qui est le développement marché. Et puis cette vocation internationale qui, de fait, de toute façon, est dans l'ADN des entreprises, on le voit bien aussi aujourd'hui. On a les grands groupes, on a les centres de production qui viennent à Nantes pour plein de raisons, parce que des belles écoles, parce qu'un beau écosystème, de la recherche très en amont, des incubateurs, des accélérateurs, des lieux. N'oublions pas les lieux, ce qui fait la force de notre système nantais, c'est aussi qu'on se voit beaucoup. Et ça, il faut qu'on le garde, ces regards croisés, même en Covid. Nous, on milite effectivement, en tout cas, sur l'esprit, ce qu'est un écosystème. Il faut des lieux pour créer du lien. Mais après, la compétence, on sait que c'est un axe majeur. L'argent, il est facile à aller chercher quand vous avez l'écosystème qui est ça. On a toujours dit à Nantes, on n'avait pas de financiers. On le voit si, les financiers, ils sont là. Puis les levées de fonds, on sait les faire, même si on n'a pas des gros financeurs. On va les chercher à Paris, voire à Londres, et mettant sur la place européenne. Par contre, les compétences, c'est notre pépite qu'il faut qu'on affûte, parce que des entrepreneurs comme toi, tu peux pas à un moment donné exploser si les compétences ne suivent pas derrière. Et aujourd'hui, comme cette guerre des compétences à l'échelle de toutes les métropoles françaises, elle est présente, parce qu'on a la chance d'avoir des belles universités, des beaux laboratoires, des belles écoles. Donc on a une compétence qui est aussi demandée même à l'échelle internationale. J'en veux pour preuve, j'étais encore avec Montréal il y a 2 jours, et un des sujets de discussion, c'était comment on peut faire pour que les Nantais aillent travailler à Montréal. Et je rejoins ce que tu dis, Bernard. Je dis non, comment on peut faire pour que, effectivement, aujourd'hui, on ait plus de Nantais qui travaillent pour des marchés à l'international, mais dans lesquels les centres de production et, on va dire, toute la créativité et l'intelligence restent à Nantes. Parce qu'on a des belles pépites. On a un bel exemple qui sont en démarrage. D'autres sont les Akeneo, les Juliens de iAdvice, Dingo, qui sont aujourd'hui... 500 personnes, c'est pas rien, alors qu'ils ont commencé il y a 10 ans. Donc on est sur cette phase, à mon avis, de passage d'un cap, on va dire, c'est pas d'adolescent, mais là d'adulte, avec ses petits problèmes, mais aussi, je pense qu'on a créé un écosystème qui est sain. Et puis ce lien avec la recherche, que j'oublie pas, qu'il faut affûter, réaffûter, parce que tu le dis, sans R&D, on voit bien dans tous les exemples, les boîtes qui perdurent aussi, c'est aussi des entreprises dans lesquelles l'investissement sur la recherche, il est initial, et toutes les aides sont présentes ici. On a dit effectivement la BPI, la région, je tiens à saluer tout le dispositif en fait qui sur la région est présent, mais aussi pour perdurer par la suite, il faut réinvestir. Et en France, on ne sait pas se faire ça. On fait mal. Quand on voit les États-Unis, la part du PIB qui est réinvestie dans la recherche, on voit bien qu'on a encore des efforts à faire. Et moi, le maître mot que je peux avancer, c'est quand je vois des entreprises qui réinvestissent dans la recherche, parce qu'elles savent vraiment que c'est un des critères de durabilité, je dis bravo et merci. Merci beaucoup, Francky, pour ces soutiens actifs. Merci et puis, à vous. Merci aux acteurs des collectivités, quelles qu'elles soient, qui ont bien compris l'intérêt d'accompagner et de soutenir les entrepreneurs. Merci, Fred Rivard, depuis Boston. Bonne journée. Et à très bientôt de passage à Nantes, quand le Covid et l'administration américaine le permettra. Julien, merci beaucoup pour ce passage chez nous. Et puis, welcome on board. Et on se revoit dans le cadre d'Atlampol Entreprise aussi, ce qui permet le partage des expériences entre entrepreneurs.